Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Jeffrey Sachs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Toujours un plaisir d'être avec vous, Glenn. Merci. Vous venez donc d'assister à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et alors que l'ONU, créée pour préserver la paix, ne semble pas très bien remplir sa mission, le monde se dirige vers une situation très dangereuse. Ces derniers jours, j'ai vu des discours très étranges, dont beaucoup étaient remplis de mensonges évidents. J'ai entendu des menaces de guerre, une étrange bromance entre l'ancien directeur de la CIA et un ancien chef d'Al-Qaïda qui dirige aujourd'hui la Syrie. Mais je pense qu'il serait pertinent de commencer par l'Europe, car il semble y avoir une volonté d'escalader les tensions avec la Russie, probablement dans le but d'impliquer davantage les États-Unis dans la guerre. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme, comme l'a dit Trump, à l'idée que la Russie n'était qu'un tigre de papier. L'Ukraine peut gagner. Elle peut même prendre des territoires russes. Et les Européens devraient commencer à abattre des avions russes dès maintenant. Bien sûr, cet enthousiasme semble avoir été remplacé par une certaine panique lorsque Trump a ensuite suggéré que les Européens devraient s'occuper de tout cela. Que pensez-vous de tout cela en ce qui concerne la direction prise par les Européens en particulier? Et vers où tout cela se dirige-t-il? Eh bien, tout d'abord, ce que Trump a fait la semaine dernière a été interprété de deux manières très différentes. Honnêtement, je ne sais pas laquelle est correcte. Dans les deux cas, cela montre un manque de leadership et de l'irresponsabilité. Une interprétation est que Trump a exprimé une nouvelle opinion, à savoir que, oui, comme le lui ont conseillé le général Kellogg et d'autres partisans de la ligne dure aux États-Unis, ainsi que Zelensky et d'autres, l'Ukraine peut gagner, que la Russie est en train d'être vaincue, que l'économie russe est en crise. Ce sont les choses qu'il a dites auparavant. Normalement, lorsqu'un dirigeant s'exprime de manière aussi directe, la première interprétation qui vient à l'esprit est que c'est bien l'opinion qu'il exprime. L'autre approche, celle à laquelle vous avez également fait allusion, est que c'est l'inverse. En fait, il s'agirait simplement d'un écran de fumée, Trump disant aux Européens « Vous n'arrêtez pas de me dire que vous voulez vous battre. Vous n'arrêtez pas de me dire que la Russie est en train de gagner. Très bien, allez-y, c'est à vous. Achetez simplement mes armes. » Ce sont donc deux interprétations différentes. J'ai d'abord opté pour la première, en écoutant Trump et en entendant ses opinions, et aussi en ayant l'expérience étrange et désagréable de me tenir dans la salle de l'Assemblée générale et de voir le général Kellogg se mêler aux différentes délégations. J'ai trouvé ça plutôt désagréable car je ne comprends pas ce qu'un général américain intransigeant fait à l'Assemblée générale de l'ONU, si ce n'est semer le trouble au nom des États-Unis. Mais la seconde interprétation, celle qui a en fait été donnée par de nombreux dirigeants européens, ou du moins par les médias censés représenter leur point de vue, était la suivante. Ce que Trump a vraiment dit, c'est « Si vous voulez vous battre, allez-y. C'est à vous. Achetez simplement mes armes. » Dans tous les cas, nous assistons à un échec colossal du leadership et à une confusion croissante, et il y a clairement des risques accrus d'escalade, qu'elle soit délibérée ou accidentelle. Ce que Trump n'a jamais fait depuis le début de son mandat, c'est d'expliquer quoi que ce soit à propos de cette guerre en des termes clairs. Par exemple, la question la plus fondamentale, sur quelle base cette guerre peut-elle être terminée? Les États-Unis ne présentent aucune position. Les dirigeants européens n'avancent aucune position, si ce n'est de dire que l'Ukraine en décidera, ce qui est une idée extraordinaire, c'est-à-dire, en substance, nous ferons tout ce que l'Ukraine dira, que ce soit dans notre intérêt ou non,
que cela ait du sens ou non. Et bien sûr, quand je dis ce que l'Ukraine dit, je veux dire ce qu'une seule personne dit, Zelensky, qui est à ce stade en réalité un dictateur. Il gouverne par la loi martiale et par décret. C'est cela qui va déterminer ce que l'Europe et le monde occidental feront. À mon avis, la grande faillite de cette situation réside dans le fait que tandis que le président Poutine a mis sur la table un ensemble de conditions très claires pour la paix, qu'il a décrites comme la neutralité de l'Ukraine et le transfert de territoires spécifiques à la Russie dans le cadre de l'accord de paix, l'autre camp n'a soit rien dit, soit affirmé qu'il n'y aurait aucune concession et que l'Ukraine resterait dans l'OTAN. Ce qui revient à dire, premièrement, pas de négociation. Deuxièmement, la guerre continuera malgré la destruction massive, l'effusion de sang, la catastrophe démographique à laquelle l'Ukraine est confrontée. Donc tout ce que je dis, Glenn, c'est que la semaine dernière a été au mieux peu édifiante et au pire, selon l'interprétation, une escalade dramatique qui pourrait mener à une guerre directe entre au moins l'Europe et la Russie, voire entre l'OTAN et la Russie, dans le sens d'affrontements directs et de combats en dehors de l'Ukraine jusque sur le sol européen, etc. Les dirigeants européens n'ont absolument aucune discussion honnête et publique sur ces risques en ce moment. Nous n'entendons rien du triumvirat, Starmer, Macron et Scholz, concernant les risques de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire, ou sur le fait que l'Union européenne et le Royaume-Uni pourraient devenir un champ de bataille en réalité. Rien de tout cela n'est exprimé, aucun choix n'est présenté, aucun débat n'a lieu. Bien sûr, il n'y a pas un seul instant de vérité sur l'histoire du conflit. Comment il a commencé, pourquoi il a commencé, comment il pourrait être désamorcé. Pas un seul mot. Et cette semaine passée à l'ONU a été d'autant plus choquante pour cette raison. Le discours de Trump était un déferlement incohérent de mensonges du début à la fin, sur tous les sujets possibles d'ailleurs. La discussion, ce prétendu revirement de Trump, également inexpliqué, les insultes puériles envers la Russie qualifiée de tigre de papier, et ainsi de suite, ont été rétractés après coup et allaient totalement à l'encontre du service de la paix ou de toute forme de solution. En d'autres termes, cette semaine a été dépourvue de comportements adultes, de responsabilité, de tout progrès vers la paix. Et nous ne parlons ici que de l'Ukraine, car nous pourrions tenir exactement le même discours à propos de Netanyahou et de la guerre au Moyen-Orient. Tout ce que je viens de dire s'applique à l'ignoble et répugnant discours de Netanyahou devant l'Assemblée générale, qui était un discours de haine et de guerre continue. Donc ce n'était pas une bonne semaine pour la diplomatie. Je réfléchissais à toutes les récentes affirmations douteuses concernant des violations de l'espace aérien de l'OTAN par la Russie, avec des avions et des drones, ce que la Russie nie et pour lesquels aucune preuve n'a été fournie. Nous voyons également la menace actuelle d'utiliser des missiles longue portée, sans aucune limitation contre la Russie, et encore une fois, des appels à abattre des avions russes. Au final, quelles que soient les motivations de Trump ou un quelconque plan supposément ingénieux, les Russes doivent réagir d'une manière ou d'une autre. Il me semble que tout le raisonnement selon lequel la Russie ne réagirait pas et accepterait simplement l'idée que l'OTAN aide l'Ukraine à se défendre ignore, comme vous l'avez suggéré, que l'OTAN a soutenu le coup d'État au départ, qu'elle a en grande partie pris le contrôle des services de renseignement, de l'armée et du gouvernement en Ukraine. Et encore une fois, ce sont des armes de l'OTAN. Donc, nous parlons maintenant de l'OTAN qui attaque la Russie. Vous parlez à ces dirigeants européens, vous les rencontrez maintenant aux Nations Unies. Sont-ils engagés ou convaincus qu'ils sont simplement là pour aider un pays qui a été envahi sans aucune provocation, ou bien reconnaissent-ils
comme beaucoup de dirigeants l'ont déjà fait, qu'il s'agit d'une guerre par procuration. Les dirigeants n'engagent pas de véritables discussions. Ils n'en débattent pas en public. Ils n'expriment pas leurs opinions. Et d'accord, avec moi, ils n'y sont pas obligés, mais ils n'engagent aucune forme de discussion. L'un d'eux s'est simplement éloigné quand j'ai commencé à soulever ces points. Nous avons échangé quelques politesses. J'ai exprimé mon inquiétude quant à la direction prise et on m'a répondu que je faisais fausse route. Ce n'est pas ainsi qu'on devrait se comporter pour assurer la sécurité du monde. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la peur constante qu'un accident ne dégénère très rapidement. Ce que nous avons, ce sont deux camps qui, surtout je dirais le camp occidental, crient leur haine envers la Russie. Une erreur absolument stupéfiante. Une russophobie vulgaire et grossière. Et je l'appelle ainsi parce que c'est pas une tentative d'explication analytique de ce qui se passe. C'est complètement malhonnête d'un point de vue historique. Cela passe sous silence tous les faits qui nous ont menés à cette guerre. Mais c'est un discours de haine ininterrompu. Et Trump y a participé. Et c'est, avec toutes ces affirmations de provocation et tout le reste, et la discussion ouverte cette semaine sur l'abattage d'avions russes, le genre de rage aveugle qui peut mener à un événement, qui en entraîne un autre, puis encore un autre, avec cette haine et cette virulence déjà attisées. Et ensuite, parce que ces dirigeants ont le pouvoir de commander des systèmes de missiles, ils n'ont pas besoin de demander l'approbation de leur population, lesquels en réalité n'approuvent absolument pas ce qui se passe en ce moment. Une guerre dévastatrice pourrait bientôt s'abattre sur nous. Et si cela semble n'être qu'une peur de la rhétorique, et ainsi de suite, combien de guerres commencent par un incident, une insulte, un événement accidentel, ou un faux drapeau qui déclenche une rapide spirale d'escalade? Un grand nombre. La Première Guerre mondiale, la guerre qui a détruit tout espoir de paix pour le siècle suivant à sa manière, a bien sûr commencé par l'assassinat, par de jeunes gens, de l'archiduc de l'Empire des Habsbourg. Mais on peut citer d'innombrables cas similaires. Et c'est exactement selon de quoi nous avançons, cet abîme. Nous sommes au bord de terribles accidents, sans diplomatie, sans honnêteté, sans réflexion, sans maturité, sans cohérence, sans garde-fou. Et nous continuons à nous rapprocher de plus en plus du précipice. Je pense que la plus grande menace en ce moment est l'hypothèse ou l'illusion du contrôle de l'escalade. L'idée que nous pouvons continuer à intensifier la rhétorique et les actions, tout en étant capables de faire redescendre la tension quand nous le souhaitons. Je crois que cette erreur de calcul est tout simplement une catastrophe en attente. Et nous voyons maintenant que les missiles Iskander russes se dirigent vers la Biélorussie parce qu'encore une fois, ils perçoivent cela comme une menace réelle. Mais je voulais justement orienter un peu la discussion vers le Moyen-Orient, car vous avez eu l'occasion à l'ONU de vous entretenir avec le président iranien. Comment évalue-t-il la situation? Car il semble, du moins de mon point de vue, que nous pourrions nous diriger vers une nouvelle guerre avec l'Iran. Mais cette fois-ci, elle se déroulera probablement de manière très différente et atteindra un tout autre niveau de violence. J'espère être simplement un être humain pessimiste. Mais quelles ont été vos impressions de cette rencontre avec le président iranien? Eh bien, cette année, j'ai de nouveau rencontré le président Raisi dans un groupe comme l'année dernière. Et à chaque fois, le président a parlé avec éloquence de la paix. Il s'est exprimé en tant que médecin, en tant que chirurgien, en tant que guérisseur et en tant que personne cherchant la diplomatie et la paix. Non seulement son discours était d'une mesure extraordinaire, mais aussi d'un pacifisme remarquable. Aucune menace. En réalité, on ressentait une grande tristesse parce qu'on savait, et je l'ai ressenti en l'écoutant,
qu'on pouvait entendre la haine venant d'Israël. Nous l'avons entendu de la part de Netanyahou. Et je pense qu'il y a une forte probabilité qu'Israël tente à nouveau d'attaquer pour renverser le gouvernement iranien. Mais il n'y a pas eu de menace de la part des Iraniens, du genre « s'ils font ceci ou cela ». Il n'a été question que de la nécessité de trouver une issue pacifique. Pourtant, malheureusement, dans le monde actuel, si l'on parle ainsi, l'autre camp, rempli de haine, y voit un signe de faiblesse. Et je pense que ce que nous avons entendu de la part de Netanyahou était très clair. Dans son esprit dérangé, et à mon avis, c'est vraiment, peut-être, la personne la plus dangereuse de toute la planète, dans son esprit, tout le mal remonte à l'Iran. L'Iran doit être vaincu. Il l'a dit de façon absolument claire. Il a parlé du nouveau jour qui va arriver en Iran. Tout cela m'a semblé être un prélude à une autre guerre, ou plutôt à une autre attaque, devrais-je dire. Car, d'une manière ou d'une autre, la guerre avec l'Iran n'a jamais cessé. Et Netanyahou était ravi de raconter tous les assassinats que l'Israël a menés, toutes les décapitations du gouvernement iranien et d'autres, tous les meurtres de négociateurs avec Israël. Car le style de Netanyahou consiste, si nécessaire, lorsque l'autre camp négocie, à tuer le négociateur, parce que l'on cherche à tuer la négociation elle-même. On n'essaie pas de résoudre un problème ou de trouver un accord pacifique, on cherche à conquérir. Et c'est essentiellement tout. Ce que Netanyahou a dit et ce que Pezeshkian a dit était l'opposé de cela. C'est l'une des tragédies que nous avons vues dans ce monde depuis des décennies, mais que nous pouvons observer maintenant, de façon visible et évidente, depuis la dernière décennie. L'Iran a répété à plusieurs reprises, « Nous voulons négocier ». Et chaque fois que l'Iran négocie, il se fait écraser. La première fois, c'était lors de la négociation d'un plan d'action global, le JCPOA, qui a été négocié non seulement par le président de l'époque, Barack Obama, et d'autres. Avec l'Iran, il est entré en vigueur, puis Trump est arrivé et a déchiré l'accord ainsi que la base d'un règlement négocié. Les États-Unis et Israël ont alors continué d'attaquer l'Iran d'une manière ou d'une autre. Israël lançant des attaques contre l'Iran et menant des assassinats de dirigeants iraniens. Lorsque Trump est arrivé cette fois-ci, il a déclaré « Nous allons négocier ». Il y a eu 5 séries de discussions, les deux parties faisant état de progrès positifs. Puis juste avant la 6e série, Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Eh bien, c'est la stratégie de Netanyahou depuis 30 ans. Entraîner les États-Unis dans une guerre de plus en plus large au Moyen-Orient, devant aboutir au renversement du gouvernement iranien. Et Netanyahou essaye toujours. Il n'aurait pas pu être plus clair à l'ONU. Un discours rempli de haine, de mensonges et de bellicisme. Eh bien, il me semble que ces guerres sans fin que nous menons ne coûtent pas seulement des vies, des richesses, des infrastructures et la prospérité, mais qu'à chaque fois, il faut toujours justifier quelque chose qui ne devrait pas l'être. On a l'impression que cela vide l'âme d'une nation et de son peuple. Et j'ai ressenti un sentiment presque désespéré en regardant Petraeus et Jolani assis sur scène, en train, vous savez, de s'extasier l'un sur l'autre. Comment ils étaient dans des camps opposés, mais qu'ils ont maintenant trouvé, vous savez, la paix. Et bien sûr, ma principale préoccupation est quel est le but de ce partenariat. Penses-tu, je suppose qu'ils n'en ont pas encore fini avec la Syrie. Qu'as-tu retenu de cet échange? Parce que pour moi, c'était, je veux dire, extraordinaire à regarder. Je sais que la CIA et les différents groupes djihadistes syriens ont travaillé très étroitement, mais tout de même, ces efforts pour blanchir tout cela et en faire un partenaire respectable pour des objectifs encore inconnus à l'avenir. Je ne sais pas. Qu'as-tu retenu?
Netanyahou a également expliqué cela, que « Oh, nous avons maintenant un merveilleux ami à côté en Syrie, et je m'attends à ce que nous fassions bientôt la paix. » Eh bien, c'est très simple. En 2011, et Petraeus était très impliqué, l'administration Obama a décidé de renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Cela a été fait à la demande de Netanyahou. C'est l'une des nombreuses guerres de Netanyahou dans lesquelles il utilise les États-Unis, utilise le gouvernement américain, l'armée américaine, le contribuable américain pour mener ces guerres. Permettez-moi de dire, avant de revenir à la Syrie, quelle est l'intention de Netanyahou? Qu'Israël domine le Moyen-Orient en puissance, en hégémonie effective, mais qu'il domine complètement la Palestine, que fondamentalement les Palestiniens soient effacés de l'histoire, voire massacrés en masse ou expulsés ethniquement de Palestine. Ce que Netanyahou dit depuis 1996, c'est qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. C'est ce qu'il a réaffirmé à l'ONU. Et il a déclaré « Nous renverserons tout gouvernement qui s'oppose à notre domination sur l'ensemble de la Palestine. » C'est stupéfiant par sa brutalité et son aveuglement. Israël, avec environ 10 millions d'habitants, veut dominer une région de plusieurs centaines de millions, y compris en détruisant la population des Arabes palestiniens vivant parmi eux, qui est à peu près équivalente au nombre de Juifs israéliens. En gros, environ 8 millions chacun. Voilà donc la stratégie de Netanyahou, et tout pays qu'il envahit ou qu'il considère comme soutien de la Palestine doit donc être renversé. L'un de ces gouvernements était celui de Bachar al-Assad en Syrie. Et en 2011, à la demande de Netanyahou, Obama et Hillary Clinton ont lancé le renversement de Bachar al-Assad. Eh bien, comme dans tant d'autres aventures malheureuses menées par la CIA américaine, c'est un terme bien doux, cela a conduit à des années de sang versé et de guerre qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et détruit une grande partie de la Syrie, y compris une grande partie de la Syrie antique, qui fait partie du patrimoine de toute l'humanité. Finalement, le résultat a été qu'après 14 ans, Israël et les États-Unis ont porté au pouvoir un gouvernement djihadiste. Et ils pensent que c'est leur marionnette. Et peut-être, pour l'instant, est-ce effectivement leur marionnette. Ce gouvernement est loin d'être stable ou légitime, et encore moins pacifique, car nous savons qu'il y a actuellement des violences de masse et des meurtres de représailles. Une grande partie de la population syrienne est en grave danger et de nouvelles violences pourraient éclater. Mais il s'agit d'un régime fantoche. Les propos de Petraeus, qui se trompe tout le temps de toute façon, et ceux de Netanyahou étaient parfaitement alignés ces 3 derniers jours à propos de ce merveilleux nouveau gouvernement qu'Israël et les États-Unis ont installé en Syrie, et de la façon dont il va faire la paix avec Israël et accomplir toutes ces choses extraordinaires. C'est absolument stupéfiant. Rappelez-vous, Petraeus est aussi celui qui nous a dit qu'en 2023, la contre-offensive ukrainienne allait mener l'Ukraine jusqu'à la mer d'Azov, que la Russie allait être vaincue, et tout le reste. Cet homme est une catastrophe ambulante. On peut avoir le grade de général et se tromper sur tout, et il fait partie de cette catégorie. Eh bien, c'est simplement que lorsque vous n'êtes plus capable de faire de la diplomatie, vous êtes incapable même de discuter des préoccupations sécuritaires de la Russie, de la Chine ou de l'Iran, sans que cela soit qualifié de quasi-trahison, rien que d'en parler. Voilà la situation de la diplomatie. Pendant ce temps, nous pouvons nous asseoir avec d'anciens dirigeants d'Al-Qaïda parce qu'ils sont considérés comme un instrument pour trouver des solutions militaires. C'est juste. Lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, une institution censée trouver la paix, des solutions pacifiques dans le monde, c'est très déprimant de voir où nous en sommes.
il est aussi très difficile d'être optimiste quant à la direction que prend le monde. Permettez-moi d'ajouter quelques points, si je peux. La grande majorité des discours à l'ONU, venus du monde entier, étaient en réalité porteurs d'espoir, appelant à la paix, à la coopération, à une organisation des Nations Unies efficace. Nous voyons quelques pays détourner le système international. Nous n'assistons pas à la fin du système international, ni à la disparition de son soutien à travers le monde. J'ai assisté à de nombreux discours. J'ai rencontré de nombreux dirigeants. La grande majorité du monde ne se comporte pas comme les États-Unis, Israël, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. C'est vraiment important à comprendre. La Chine fait preuve d'une responsabilité phénoménale comparée à ce dont nous venons de parler ces dernières minutes. Et la Chine a parlé de ses engagements en faveur de la sécurité climatique, de la sécurité environnementale, chose que Trump a complètement et fallacieusement abandonnée à l'Assemblée générale, qualifiant toute la question climatique de canular total, et ainsi de suite, alors que nous voyons la destruction de l'environnement tout autour de nous. Le monde n'a pas perdu le sens de la nécessité d'action commune pour la paix et pour d'autres intérêts communs, pour protéger les océans ou les espaces communs de notre planète. Ce que l'on constate, c'est que malheureusement, les États-Unis se sont complètement égarés parce que, dans leur illusion, ils ont tenté et tentent encore de maintenir leur hégémonie qu'ils n'ont plus. Mais ils s'agitent, essayant tant bien que mal de défendre leurs prérogatives et d'agir comme s'ils dirigeaient la situation, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais il utilise des moyens militaires à ses fins et rend le monde très dangereux. Donc honnêtement, je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un effondrement des Nations Unies. J'ai plutôt eu le sentiment qu'il s'agissait d'un effondrement des États-Unis. La qualité de la gouvernance est épouvantable. Trump est un ignorant. C'est un imbécile. Il suffit de l'écouter 5 minutes pour comprendre qu'il ne sait rien, à paraître méchant. Mais regardez toute son équipe autour de lui. C'est une équipe d'un amateurisme des plus flagrants qu'on puisse imaginer. Parler d'amateurisme, c'est même leur faire trop d'honneur, d'une certaine manière. Ce sont des gens qui jouent avec les mots, jouent avec le feu, jouent à des jeux, font des déclarations, puis les changent l'heure suivante. C'est une sorte d'incohérence. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout cela? What do I take away from all of this? Not to give up on Ne pas renoncer aux possibilités de paix et de véritable justice, ni à un ordre international fondé sur la Charte des Nations Unies, mais voir si la grande majorité du monde, qui s'exprime à l'Assemblée générale de l'ONU, peut utiliser sa volonté, qui dépasse largement celle des États-Unis, pour pousser les États-Unis et ces quelques petites puissances européennes à retrouver un certain sens des responsabilités et à s'éloigner de leur délire de grandeur. Je ne pense donc pas que nous devrions abandonner cela. Je pense que ce que nous avons entendu, c'est une rhétorique extraordinairement étrange, principalement de la part des États-Unis et d'Israël, mais aussi du Royaume-Uni, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui car ses illusions sont encore plus grandes. Son empire était plus vaste, et ses illusions sont encore plus grandioses après avoir perdu cet empire. Mais il ne s'agit que de quelques pays complètement en décalage avec l'esprit de l'époque, qui est tourné vers la paix et la résolution des problèmes. Et il y a eu beaucoup d'expressions de cette volonté à l'ONU. Eh bien, j'ai aussi regardé ces discours pacifiques. Je suis donc très reconnaissant que vous ayez pu conclure sur une note positive, car nous avons vraiment besoin des Nations Unies. Et aussi, merci beaucoup d'avoir pris le temps, mon ami, de collaborer avec nous. C'est très apprécié. On se revoit bientôt. Au revoir.